Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour cette série d'échanges entre le cirque et le centre Léon Bérard. Je ne sais plus à la combienième on en est, mais ça en fait déjà plusieurs quand même. Là, c'est mieux. Voilà, super. Ça doit faire une petite dizaine, ouais, déjà. Et donc, on est ravis de vous accueillir ici, et notamment aujourd'hui pour pouvoir parler du cancer colorectal. Juste pour poser les bases, mais le cancer colorectal, je crois que c'est le troisième avec la plus forte incidence au niveau monde, puisqu'on est quand même à 1,9 million de nouveaux cas de cancer colorectal par an chaque année dans le monde, et 900 000 personnes qui malheureusement décèdent. Alors qu'on sait qu'il y a quand même des moyens de s'en prévenir, et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui, en espérant que ça puisse être utile. Donc on a la chance d'avoir avec nous deux chercheuses qui vont pouvoir nous expliquer ça. Olivia Perrol, qui est chercheur en santé publique du Centre Léon Bérard, et Sandra Perdomo, qui est une scientifique ici au sein du cirque. Donc voilà, je vais leur laisser la parole, puisque c'est elles qui sauront bien mieux expliquer que moi un petit peu comment on peut justement éviter le cancer colorectal. Et donc, Olivia, vous êtes la bienvenue. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter les résultats d'une étude qu'on a menée au Centre Léon Bérard, qui s'appelle l'étude Précaution, et qui avait l'idée de faire de renforcer la prévention du cancer colorectal chez les personnes qui bénéficient d'une coloscopie de dépistage. Alors pour introduire un petit peu le sujet, quand même, par les donner quelques chiffres. Alors ils ont déjà été un peu introduits sur le cancer colorectal, mais pourquoi le cancer colorectal? C'est un enjeu majeur de santé publique. C'est un des cancers les plus fréquents, donc le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme et le troisième chez l'homme, avec donc plus de 47 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France, et près de 17 000 décès. Donc c'est un cancer qui est très largement représenté, mais surtout pour lequel la tendance est extrêmement défavorable, si on peut dire, puisqu'on attend une augmentation très importante de son incidence et également, donc, conséquence de la mortalité. On sait que l'incidence, elle est particulièrement élevée dans les pays qui sont industrialisés, mais elle a aussi tendance à augmenter dans les pays qui sont en voie de développement. Alors pourquoi cette augmentation? Pour voir un petit peu ce qu'il en est, on va s'intéresser du coup aux facteurs de risque qui expliquent le cancer colorectal. Alors je vais vous faire un petit peu participer, vous poser des questions, voir un petit peu ce que vous savez sur ce cancer-là. Alors si on parle de surpoids et d'obésité, est-ce que selon vous ça peut avoir un impact, ça peut être en lien ou pas avec l'apparition du cancer colorectal? Donc oui ou non? Est-ce que qui pense que oui? Plus largement, alors si on vous a posé la question, effectivement, c'est qu'il y a un lien. Donc ce qu'on définit comme le surpoids et l'obésité, donc c'est un excès de masse grasse qui provoque des conséquences néfastes sur la santé. On l'évalue avec l'indice de masse corporelle, donc le rapport taille-poids. Donc si cet indice est compris entre 25 et 30, il y a donc une situation de surpoids. Et si à partir de 30, on parle d'obésité. Donc en France, pour vous donner quelques chiffres, il y a près d'un Français sur deux qui est en situation de surpoids ou d'obésité. Donc c'est quand même quelque chose de relativement important. Et si on regarde juste l'obésité, donc ça concerne 18% des Français, sachant que il y a 40 ans, 50 ans, on était à 6%. Donc on n'est quand même pas sur une tendance ultra favorable. Et on sait donc que l'obésité est classée comme cancérogène pour certains cancers, qui sont listés ici, dont le cancer colorectal. Donc c'est effectivement un des facteurs de risque. Alors quand on parle de surpoids, obésité, souvent on parle d'alimentation. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un peu lié. Alors comment on peut faire pour équilibrer son alimentation au quotidien? Donc, pareil, je vais vous poser la question. Est-ce que ça peut être donc en alternant viande, poisson, œufs dans ses menus, mais en supprimant les féculents le soir, ou bien en privilégiant le fait maison, ou en supprimant toute source de sucre et autres aliments plaisir pour ne pas prendre de poids? Alors, qui penche pour la première proposition?
pas trop. La deuxième plutôt? Eh bien oui, effectivement, vous avez raison. Le fait maison donc, fait partie des recommandations nutritionnelles. Donc vous avez un extrait, là, c'est pas exhaustif, mais avec l'idée qu'effectivement, dans son alimentation, il faut avoir une volonté donc d'augmenter tout ce qui est les fruits, les légumes, également les fruits secs. Le fait maison naturellement pour limiter les aliments ultra transformés et également du coup réduire tout ce qui est produits sucrés, l'alcool, la charcuterie, produits salés, ce qui a un mauvais Nutri-Score également. Voilà, après vous trouverez toutes les recommandations plus détaillées donc sur le site mangerbouger.fr. Mais voilà, vous avez déjà les informations principales et dont fait partie donc le fait maison. Alors si on regarde sur les autres facteurs de risque, l'activité physique, qui est également un point important. Est-ce que vous savez quelle est la principale recommandation en activité physique pour la population générale? Alors, est-ce que c'est de faire au moins 30 minutes d'activité physique d'endurance intensité, une intensité modérée à élevée, au moins 5 jours par semaine? Est-ce que c'est de marcher 10 000 pas chaque jour dans la semaine? Ou est-ce que c'est de faire au moins 10 minutes d'activité physique d'intensité faible à modérée tous les jours? Alors, un avis sur un avis sur la A, c'est ça? Qui pense également qu'on est sur la A? Et voilà, c'est bien, vous êtes déjà très bien informés, puisque les recommandations donc, en activité physique sont de faire donc, 30 minutes d'activité physique par jour, au moins 5 fois par semaine, d'intensité modérée à soutenue. Idéalement, donc, ces activités donc, aérobie, il faut les compléter par du renforcement musculaire 2 fois par semaine. Et on parle souvent beaucoup d'activité physique, mais il ne faut pas oublier la sédentarité, qui est également très importante. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer donc, de passer moins de 8 heures par jour, donc les heures par jour en dehors de la nuit, en position assise ou allongée, avec l'idée qu'il faut surtout essayer de se lever en fait, régulièrement et voilà, de se mettre en mouvement au moins quelques minutes pour limiter ces temps sédentaires. Donc on a parlé activité physique, on a parlé alimentation, donc ça nous amène donc, aux facteurs de risque plus globaux donc, du cancer colorectal, dont ils font partie, mais ce ne sont pas les seuls. Donc l'âge est également un facteur de risque du cancer colorectal. Plus on vieillit, plus le risque augmente. Les antécédents personnels ou familiaux aussi de cancer colorectal sont également dans les facteurs de risque. Donc surpoids, obésité, on a vu. Il y a également la consommation excessive de viande rouge, de charcuterie et de viande transformée, donc qui ont été identifiés comme des facteurs de risque avérés. Les boissons alcoolisées également, le tabagisme et donc, on l'a vu, le manque d'activité physique. Alors ça, comment ça se répartit, tous ces facteurs? Donc si on regarde en détail, il y a à peu près donc 3 à 5% des cancers colorectaux, c'est vraiment des causes de prédisposition génétique. 15 à 20%, donc c'est tout lié aux antécédents personnels, familiaux de cancer colorectal. Et la grande majorité, donc les 75% restants, donc chez des individus donc qui n'ont pas de risque particulier, et ben, dans ces 75%, on estime qu'il y en a 21% qui sont liés à une alimentation déséquilibrée, 16% à une consommation excessive d'alcool, 11% c'est le surpoids obésité et 2% c'est l'activité physique. Si on fait la somme de tout ça, on voit qu'on a quand même un cancer colorectal sur 2 qui pourrait être évité chaque année si on n'avait pas ces comportements à risque et donc qui sont des comportements individuels. Donc vous voyez que cette proportion elle est quand même relativement importante. Donc c'est nous dans ce contexte-là qu'on a monté notre étude en fait en se disant il y a vraiment une marge de manœuvre, il y a quelque chose à faire pour pouvoir réduire les cancers colorectaux. Et donc on a mis en place donc, le projet Précaution qui part, attendez, excusez-moi, non c'est bien ça, du fait que donc il y a un dépistage organisé du cancer colorectal qui se fait en France chez les individus entre 50 et 74 ans. Ça a été montré dans la littérature que le moment du dépistage, c'est un moment qui est opportun pour faire de la prévention chez des gens qui viennent déjà dans une démarche en fait préventive du coup pour faire du dépistage. Et que pour les faire adhérer à la prévention, c'était important de donner des informations sur les bénéfices que la prévention pouvait apporter
et que les approches motivationnelles pouvaient également jouer un rôle. Donc nous, au Centre Léon Bérard, il y a une activité donc de dépistage, en fait, des coloscopies qui sont réalisées chez les personnes tout venant, pas que chez les patients. Et donc l'idée de ce projet, en fait, c'était de profiter de la venue de ces patients pour faire une coloscopie, pour pouvoir les sensibiliser aux facteurs de risque de cancer colorectal et d'initier également des actions de prévention, notamment sur l'activité physique et l'alimentation, en fonction du niveau de risque des personnes. Alors je parle de niveau de risque parce que finalement, on a parlé, voilà, il y a des gens qui peuvent être sédentaires, déjà faire beaucoup d'activités physiques, avoir une alimentation équilibrée. Donc nous, on a défini en fait 3 groupes. Vous avez donc en vert, orange et rouge, avec l'idée donc que le groupe vert, donc on a appelé ça le groupe pour renforcer durablement ses habitudes de vie et son mode de vie. C'est en fait chez des personnes qui finalement pratiquent déjà de l'activité physique régulièrement, atteignent les recommandations, ont une alimentation globalement assez équilibrée, donc chez qui on se dit il faut faire passer des messages, mais globalement ils font déjà tout ce qu'il faut pour limiter leurs risques. Le groupe en orange, c'est le groupe donc améliorer durablement donc des habitudes de vie saine. C'est des personnes qui globalement donc atteignent les recommandations en activité physique, mais qui ont une alimentation sur lesquelles il y a des choses qu'il faut améliorer. Et le groupe qu'on a mis en rouge, pour lequel donc là il y a besoin d'adopter des bonnes habitudes de vie. Donc chez des personnes qui n'atteignent pas les recommandations en activité physique et qui ont une alimentation globalement assez déséquilibrée. Donc on a fait ces 3 groupes et on a créé tout un tas d'outils en fait qu'on a voulu tester auprès donc d'une population. Avec donc des outils communs. Donc, vous voyez sur le schéma. Donc, toutes les personnes, donc, on leur proposait donc des séances en fait découvertes d'activités physiques sur des sports plus ou moins connus, mais pour leur faire découvrir des pratiques, donc qu'ils pouvaient faire avec une personne de leur choix. Et puis en groupe avec nous. On a créé tout un tas de supports vidéo et podcasts avec une approche motivationnelle pour essayer de sensibiliser, de donner des trucs et astuces pour améliorer son alimentation ou voilà, comment faire du sport. Et puis donc il y avait également un carnet de bord qui était fourni avec, qui permettait donc aux personnes de se fixer des objectifs propres en lien avec les vidéos et les podcasts qu'on pouvait fournir. Donc ça, c'était accessible pour tout le monde. Ensuite, les groupes orange et rouge, on leur a rajouté un niveau supplémentaire d'intervention. Donc ils avaient accès également à une séance collective d'éducation à la santé, avec l'idée de pouvoir leur expliquer quels sont les facteurs de risque du cancer colorectal et donc sur quoi ils pouvaient jouer, eux, pour limiter leur risque individuel. Et puis le groupe en rouge, donc avec encore un niveau supplémentaire. Donc eux, ils avaient accès à 3 entretiens motivationnels individuels, donc avec un professionnel. Et puis on leur a remis également une montre connectée pour qu'ils puissent suivre le nombre de pas qu'ils font par jour, puisqu'on sait que les montres connectées ont un effet incitatif sur la pratique d'activité physique. Donc tous ces outils leur ont été proposés pendant une durée de 6 mois. Et puis on faisait une évaluation au début et à la fin pour évaluer de quelle manière ça avait pu bouger. Sachant que notre objectif principal, c'était de regarder si ces outils ils étaient adaptés, si ça leur parlait, s'ils s'en servaient, de regarder si les patients étaient satisfaits également de l'intervention qu'on proposait. Et on a voulu aussi regarder si, dans une certaine mesure, si elle pouvait être efficace. Donc on a voulu tester ça donc auprès de 90 personnes qui venaient faire une coloscopie de dépistage au Centre Léon Bérard. Donc au total, on a pu recruter nos 90 participants, donc qui étaient âgés entre 18 et 80 ans. Donc on en a inclus donc 33 dans le groupe vert qu'on a vu tout à l'heure, donc ceux qui ont un mode de vie globalement assez adapté, 21 participants dans le groupe intermédiaire et 36 participants dans le groupe qui avait un mode de vie à faire évoluer. Donc on avait une majorité de femmes, une population assez jeune avec 54 ans en moyenne. La plupart des personnes donc, étaient en activité, on était sur une population jeune. Et quand on regarde donc, sur la question du surpoids-obésité, donc on en avait 2/3 qui avaient un indice de masse corporelle normal, 21% en surpoids et 16% de nos participants qui étaient en situation d'obésité. Là, je vous ai mis un tableau qui récapitule en fait l'usage donc, de tous nos outils au total et puis par groupe de risque. Donc de quelle manière en fait ils y ont eu recours.
Donc on a différencié pour les vidéos, les podcasts, est-ce qu'ils ont regardé au moins une vidéo, un podcast, ou est-ce qu'ils ont tout regardé. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au global, on a 58% de nos participants qui ont utilisé tous les outils au moins une fois. Donc voilà, un peu plus de la moitié des participants. Et quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on voit qu'il y a certains outils qui ont plus plu que d'autres. Et notamment, le journal de bord a été assez largement utilisé, alors un peu moins dans le groupe de risque modéré, mais il a été beaucoup utilisé dans le risque chez ceux qui avaient un risque plus élevé, ainsi que du coup avec les vidéos et les podcasts qui étaient assez en lien. Et également la montre connectée, un des outils qui leur a le plus plu dans ce groupe-là. Et par contre, à l'inverse, les outils sur lesquels ils ont eu moins recours, c'est la séance d'éducation à la santé et les entretiens motivationnels sur lesquels il y a eu un peu moins d'adhésion. Mais globalement, on était plutôt satisfait de cette faisabilité au global. Si on regarde la satisfaction de l'étude, donc le diagramme qui est à gauche, donc la satisfaction globale, donc on leur a posé la question, est-ce qu'ils ont été contents de l'étude. Donc on a 90% des participants qui étaient soit satisfaits, soit très satisfaits, donc une bonne satisfaction générale, avec pas particulièrement de différence entre les différents groupes, alors qu'ils n'ont pas forcément eu les mêmes outils, mais voilà, globalement, il y avait une tendance très, très favorable. Et par rapport à l'accompagnement qu'on leur proposait, donc pareil, qui n'était pas le même, là aussi, on a une bonne satisfaction, donc 71% des participants qui ont jugé l'accompagnement adapté à leurs besoins. Voilà, et pareil, sur les différents groupes, on note pas de différence. Bon, petit pourcentage qui a considéré que c'était un peu trop, voilà. Mais globalement, on était dans quelque chose qui nous semblait, voilà, les gens étaient globalement assez satisfaits de l'accompagnement proposé. Alors, sur notre troisième objectif, sur les effets préliminaires, si on regarde les schémas, donc ça fait un peu barbare présenté comme ça, mais c'est pas si compliqué, vous allez voir. Si on regarde le schéma de gauche, donc l'idée c'était de regarder, en fait on a un score qui permet d'évaluer le mode de vie, donc qui prend en compte à la fois l'activité physique, s'ils mangent du sucre, s'ils boivent de l'alcool, s'ils consomment trop de viande, enfin voilà, sur tout un tas de critères qui nous permettent d'avoir un score de mode de vie. Plus le score est élevé, meilleur est le mode de vie. Donc l'idée c'est d'avoir un score plutôt qui tire vers le haut. Quand on regarde tout à gauche, la première partie à gauche, donc c'est le score en fait avant l'intervention. À droite, c'est après l'intervention. La barre qui est au milieu du rectangle, c'est la moyenne. Donc on voit quand même qu'elle a très largement évolué et on a quelque chose au niveau statistique qui est significatif. Donc on a eu une vraie évolution sur ce mode de vie. Et quand on regarde sur la partie de droite, en fait, c'est la même chose, mais qu'on a faite par groupe de risque. Donc le bleu, c'est le risque, ceux qui avaient un mode de vie globalement sain. Le vert, c'était le groupe intermédiaire, et le rouge, notre groupe élevé. Donc le groupe bleu, ils sont sensiblement restés au même niveau, mais c'est ce qu'on attendait d'eux, vu qu'ils étaient déjà avec un bon mode de vie. Et puis les deux autres groupes, on voit quand même qu'on a aussi une augmentation qui est importante, et pareil, qui est aussi statistiquement significative. Donc on a pu constater, on peut dire qu'on a eu une vraie évolution sur ce mode de vie. Sachant qu'on considère qu'à partir d'un changement d'au moins un point de notre score, on réduit son risque de cancer colorectal. Et donc, nous, on a 38% des personnes de l'étude qui ont augmenté donc, d'un point ce score, donc avec une réduction donc, du risque, dont la majorité de ces personnes se situaient dans le groupe de risque élevé. Donc, c'est quand même une tendance assez favorable. On a fait la même chose pour l'activité physique. Donc on peut voir pareil au global qu'on a une vraie augmentation donc, du niveau d'activité physique. Et si on regarde par groupe, c'est pareil, dans tous les groupes, ça a pu augmenter la pratique d'activité physique. Donc c'est des résultats qui nous semblent très positifs et qui nous incitent à poursuivre, parce qu'on se dit que l'intervention a pu avoir justement un effet favorable à la fois sur le mode de vie et sur le niveau d'activité physique. On a regardé aussi donc, les connaissances, puisque, comme je vous disais, l'atelier d'éducation à la santé avait pour but de les sensibiliser sur ces facteurs de risque.
Alors là, on a été un peu plus déçus parce que du coup, on voit qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus à l'identique. Donc, on n'a pas vu d'évolution en fait sur le score des connaissances. Ce qui va un peu aussi avec le fait, je vous disais que parmi les outils sur lesquels il s'était le moins approprié, on n'a pas eu une très bonne adhésion à cette séance d'éducation à la santé. Donc, soit les gens ne sont pas venus, donc ils n'ont pas pu augmenter leurs connaissances, soit peut-être voilà, il faut qu'on revoie ce dispositif qui ne semblait pas forcément le plus adéquat pour faire évoluer en tout cas les connaissances sur les facteurs de risque du cancer colorectal. Donc au global, si on retient, ce qu'il y a à retenir, c'est que vous avez quand même donc 19 000 cas de cancer colorectaux qui pourraient être évités chaque année si on modifiait les comportements de risque individuels. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est suivre les recommandations nutritionnelles, privilégier le fait maison, pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour et réduire sa sédentarité. Et sur notre étude, du coup, on a montré donc que les outils qu'on proposait donc, étaient faisables dans cette population-là, avec plus de la moitié des participants qui ont utilisé tous les outils, avec une satisfaction qui était élevée. Ils ont montré également qu'ils pouvaient avoir des effets positifs pour améliorer le mode de vie et le niveau d'activité physique des participants, même si, du coup, comme je vous disais, sur les connaissances, il y avait des choses à revoir puisqu'on n'a pas eu d'amélioration à ce niveau-là. Et du coup, la suite pour nous, c'est de faire une nouvelle étude d'une ampleur un peu plus grande, donc pour la développer auprès de plus de participants et pour pouvoir vraiment évaluer l'efficacité de notre intervention et voir si on peut justement améliorer ce mode de vie, puisque qui dit améliorer le mode de vie dit réduire le nombre de cas de cancer colorectal dans le futur. Je vous remercie. Merci Olivia et bonjour à tous et à toutes pour nous donner cette introduction sur les facteurs de risque de cancer colorectal. Bon, maintenant, je vais changer un peu de sujet, mais non, je vais faire une petite parenthèse ici. Vous avez entendu un accent. Donc oui, je suis colombienne, ça veut dire que ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Donc dans mon quotidien, je parle espagnol. Je suis ici en France depuis 6 ans, donc j'essaie de parler en français. Et dans le travail, je parle anglais tout le temps avec des collègues, même avec des personnes dans des autres pays. Donc tout ça pour vous dire que normalement, mon cerveau est complètement confus et perdu. Donc je m'excuse si je fais des fautes ou si je mélange des mots dans quelques langues, mais bon, c'est le normal pour moi. Donc je vais changer un peu de sujet pour vous montrer qu'on ne sait pas tout sur les cancers colorectal et qu'il est vraiment nécessaire de poursuivre les recherches sur les nouveaux facteurs de risque associés spécialement pour les cancers colorectal chez les jeunes. Donc je vais commencer aussi pour vous demander de penser et de répondre à cette question. Le cancer colorectal est aujourd'hui plus fréquent A, chez les personnes de 51 et plus, et B, chez les personnes de moins de 51. Qui dit 1? 1. OK. Bon, oui, c'est correct. C'est correct, c'est vrai, le cancer colorectal est aujourd'hui plus fréquent chez les personnes de 50 ans et plus, mais c'est vrai que maintenant, on voit une évolution des tendances dans les pays de revenus élevés. Et si vous voyez ici, je vais vous montrer l'exemple des États-Unis, parce que c'est un des pays où on observe une diminution vraiment évidente. Si vous voyez ici à droite, une diminution de l'incidence de cancer colorectal chez les patients diagnostiqués après 50 ans. Et c'est pareil, même femmes et hommes, mais on voit aussi, si vous voyez à gauche, les diagnostics entre les patients entre 20 et 49 ans ont augmenté. Et ça on le voit après les années 1980. Ce n'est pas seulement le cas des États-Unis. Donc ici, au CIRC, on a étudié des chiffres des cas dans plusieurs pays, et spécialement des pays où on voit que l'augmentation de l'incidence par rapport à l'accord de 1960
Quand je dis les cohortes, c'est le nombre de cas dans les années où les personnes sont nées. Et vous voyez ici, on n'a pas seulement les États-Unis, on a aussi l'Angleterre, on a l'Australie, le Canada, l'Allemagne. Et on voit pareil la même tendance, en augmentation des cas depuis les années 1960, spécialement entre... et ça veut dire qu'après les années 1960, il y a plusieurs des facteurs de risque qui changent dans cette période ou qui ont favorisé l'apparition du cancer à des âges plus jeunes. Qu'est-ce qui se passe en France? Bon, un peu pareil. En France, on observe des tendances similaires. Les taux d'incidence ici qu'on voit dans les groupes, je vais vous montrer ici peut-être. Oui. Donc on voit la même tendance, on voit des incidents dans les groupes de 55 à 65 qui restent stables ici, mais on voit l'augmentation des cas des cas un peu plus jeunes. Donc c'est pareil que ça qu'on voit ici en France. Donc maintenant, on estime qu'aujourd'hui, les cancers colorectal précoces, c'est comme ça qu'on appelle les cancers colorectal chez les jeunes, et représentent environ 10% de tous les nouveaux cas de cette maladie dans le monde. Et même si nous constatons que le pourcentage est faible, c'est 10%, par rapport au nombre total des cas, l'augmentation du nombre de cas était rapide au cours des 40 dernières années. Donc, le résultat de toutes ces études nous a donné, je crois que c'était une bonne nouvelle, une sensibilisation accrue dans les médias publics. Donc, vous voyez maintenant, il y a eu une explosion des gros titres dans les journaux mondiaux. On voit ici The Economist, The Guardian, Wall Street Journal, même Le Monde. Et donc, qui rapportent ces phénomènes de recherche. Et ils ont attiré l'attention d'un problème de santé publique sur ce sujet. Et ça, c'était l'année dernière, les médias de l'année dernière. Mais le problème, c'est la question la plus importante qui reste, c'est quelle est la cause de cette augmentation? Parce qu'on voit, c'est évident qu'il y a une augmentation, on le voit dans les pays, on la voit ici en France, on la voit dans les pays européens, on commence à le voir aussi dans les pays de transition économique. Mais quelle est la cause de cette augmentation des cancers colorectal au début précoce? Et si nous trouvons la cause, on peut l'éviter, on peut en fait empêcher l'augmentation des nombres de cas, et comment et quand il faut agir. Et pour faire ça, jusqu'à aujourd'hui, c'était bien qu'Olivier a commencé pour la description, on appelle la discussion des facteurs de risque général, parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, nous avons concentré nos efforts de recherche sur l'identification des facteurs de risque chez les personnes âgées, parce qu'il y avait plus de cas de personnes âgées avec cancer colorectal. Donc, on s'est concentré, on a amené beaucoup d'évidence sur l'obésité, l'alimentation, éviter la charcuterie, la consommation d'alcool, le tabagisme, l'inactivité physique, c'est vrai. Mais pour les personnes, on doit vraiment changer un peu la façon de faire de recherche, et on va commencer à examiner les facteurs de risque potentiels et les expositions au début de la vie. Donc, on a commencé à faire peut-être des recherches sur les modes d'accouchement, l'utilisation d'antibiotiques, le développement de microbiomes, l'alimentation et l'inactivité physique, mais dans les années plus jeunes, dans l'enfance, dans les premières années de vie. Donc ici aussi, on a commencé à étudier des facteurs qui pourraient expliquer cette augmentation des cancers colorectal chez les jeunes. Et en 2025, il y a eu une grande attention sur une découverte de recherche concernant l'implication d'une bactérie. C'est une bactérie particulière dans les cas de cancer colorectal chez les jeunes patients. Et cette étude a vu la participation de notre groupe ici au cirque. Et c'était la première fois qu'on a commencé à peut-être spéculer ou avoir une hypothèse
sur une cause possible de cette augmentation du cancer colorectal chez les jeunes. Et on s'est posé la question, c'est l'augmentation du cancer colorectal, ça pourrait-elle s'expliquer par une infection bactérienne d'une souche particulière de E. coli qui s'appelle PKS positif E. coli. Et c'est important de dire ici que ce n'est pas toutes les infections E. coli, c'est une souche particulière. Donc, avant de vous donner un peu de résultats sur cette étude, c'est une autre parenthèse, désolé pour vous rappeler un peu la biologie du cancer. Et normalement, les cancers se développent parce que les cellules perdent leur capacité à contrôler leur croissance et leur division. Et normalement, c'est après l'acquisition des mutations, des altérations dans les ADN, qui c'est les matériels génomiques des cellules. Donc, les cellules perdent la capacité de contrôler, la division cellulaire et ils commencent à diviser de manière incontrôlée à cause de cette mutation. Donc, dans l'étude qu'on avait fait, on avait déjà des évidences des autres études qui avaient confirmé qu'il y avait une infection de ces souches particulières de bactéries qui pouvaient générer un profil de mutation qu'on voit ici. Je ne vais pas vous donner les détails sur les types de mutations, mais c'est seulement pour vous dire que c'était une souche de bactéries E. coli qui provoque cette mutation particulière. Et on avait vu que ça, c'était par une toxine particulière, donc la bactérie produit une toxine qui produit aussi cette mutation. Et cette mutation a été détectée chez des individus avec et sans cancer. Donc on voit l'infection et on voit les altérations dans les ADN des cellules des personnes qui sont cancer, mais aussi des individus sans cancer. Et on avait déjà vu aussi que ces profils de mutation, c'était aussi dans les enfants. Donc c'est une infection qui occure vraiment pendant les premières années après la naissance. Donc avec cette information, nous avons étudié la présence de ces mutations distinctives chez 1000 patients avec cancer colorectal dans 11 pays. Et on a constaté que ces mutations étaient présentes en une proportion vraiment plus élevée chez les patients qui sont diagnostiqués avant l'âge de 50 ans. Donc ces mutations, même si on les voit dans les patients plus âgés, mais ils sont beaucoup plus fréquents dans les patients de moins de 50 ans. Donc après ces études, on a commencé à dire, bon, c'est important de comprendre un peu mieux pourquoi est-ce qu'on a plus de patients avec cette mutation qui était vraiment liée à l'infection de la bactérie E. coli PKS positif. Et c'est pour ça qu'on a commencé à avoir des idées de combiner et de faire plus d'études, de combiner l'épidémiologie du cancer et la génomique, et de tester spécifiquement si l'augmentation du cancer colorectal chez les jeunes est associée à une augmentation de la prévalence de cette bactérie qui produit des mutagènes dans la petite enfance. Donc ça veut dire qu'on veut étudier aussi l'effet combiné de l'infection des bactéries, mais aussi des autres expositions au risque du cancer colorectal, c'est-à-dire les aliments ultra transformés, l'obésité, l'inactivité physique et l'utilisation d'antibiotiques. Les recherches à venir, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, pour le moment, on sait que l'augmentation des cas de cancer colorectal chez les jeunes est une réalité. Ça, c'était confirmé. Et il faut se concentrer sur l'identification de nouveaux facteurs de risque dans l'enfance chez les jeunes adultes. C'est vrai, il faut basculer un peu, comme on dit, la concentration, le focus de notre étude, et pour mieux comprendre le rôle de certaines bactéries à la petite enfance et au début de l'âge adulte. En disant ça, je crois que je vais finir seulement pour
pour continuer à vous donner le même message de l'importance d'adopter un régime alimentaire équilibré, de rester actif, d'arrêter de fumer, de réduire sa consommation d'alcool, mais spécialement pour les cancers colorectal chez les jeunes, de ne pas ignorer les symptômes des cancers colorectal. Les douleurs abdominales persistantes, la perte de poids inexpliquée et les saignements rectaux, ça c'est important. Et plutôt, seulement pour finir, le dernier message, c'est plutôt les tumeurs sont détectés, c'est vrai, il est plus facile de les traiter. Bon, merci beaucoup pour votre attention et s'il y a des questions. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Déjà, merci beaucoup. Vous nous avez indiqué sur votre première intervention que donc là, la progression d'un point faisait impacter positivement la réduction du risque du cancer colorectal sur les habitudes de vie. Oui. Mais du coup, à quelle proportion, est-ce que ça, c'est documenté par la science par rapport aux moyennes quand vous nous avez annoncé dans l'étude, oui. Alors, je suis peut-être pas claire sur... Oui, alors j'ai pas mis les chiffres, effectivement, de l'augmentation, mais ce que je disais, c'est que ce qui est documenté, c'est que quand vous avez une évolution du score d'au moins 1 point, c'est un score qui est sur 8, d'au moins 1 point, ça a été montré dans la littérature que là, vous réduisez le risque du cancer colorectal, en fait. Donc nous, on a vu qu'on avait 38% de notre population qui avait eu cette augmentation d'au minimum 1 point, et donc on peut se dire que ça peut amener après à une réduction du risque du cancer. Est-ce que vous allez poursuivre le suivi de cette cohorte-là de 90 personnes, justement, sur les habitudes de vie pour voir si au bout des 6 mois, ça se maintient est-ce que c'est prévu? Là, ce n'était pas prévu sur cette étude parce que c'était une première étude et l'idée, notre objectif principal, c'était vraiment de tester les outils qu'on a vraiment conçus et voir de quelle manière les gens pouvaient se les approprier et qui pouvaient avoir un impact aussi sur l'intervention. Donc on a regardé ça de manière préliminaire. Mais là, on travaille pour monter justement une nouvelle étude. Et là, l'idée, c'est de les suivre. Alors, on a mis 5 ans parce que c'est toujours compliqué de suivre au-delà les cohortes. Mais on se dit que ça permettra quand même de regarder si on arrive à voir s'ils maintiennent dans le temps, en fait, à distance de l'intervention. Parce que c'est toujours un peu le problème. C'est-à-dire que vous proposez quelque chose pendant un temps, les gens vont être compliants. Mais est-ce qu'à distance, ils vont les maintenir, ces bonnes habitudes? Donc là, on va faire une évaluation annuelle sur 5 ans pour voir dans quelle mesure ils maintiennent. Comme la littérature montre que si vous maintenez, vous réduisez votre risque, on part de ce principe-là. Mais voilà. D'autres questions? Bonjour, Gary Clifford, je travaille ici au cirque, mais pas dans ce domaine. Donc vous dites dans le cohorte plus large que vous allez suivre les impacts de ces propositions d'outils, mais ça va se passer toujours chez les gens qui sont offerts une colonoscopie ou sur un groupe parce que le plus grand acte de prévention qu'on peut faire pour réduire les risques de ces gens-là, c'est le fait qu'ils ont cette offre de colonoscopie. Et donc j'imagine que vous avez un impact beaucoup plus large que parmi ces gens-là. L'idée du projet, ça s'appuie vraiment sur la philosophie on profite du moment du dépistage, qui est un moment opportun, en se disant les personnes, on leur remet un résultat qui est négatif de la coloscopie, disant c'est bon, tout va bien. Et les gens, ça a pu les stresser, de se dire peut-être j'ai quelque chose, et du coup c'est vraiment le moment de se dire là tiens, en plus on m'explique que je peux modifier mon mode de vie et que si je le fais, je peux encore plus réduire ce risque.
Donc, du coup, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir initier des actions de prévention. Donc, du coup, pour répondre à la première partie de la question, oui, pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de rester sur ce dépistage. Après, ce qu'on peut aussi imaginer, c'est que, notamment, les habitudes de vie alimentaire, elles se font aussi au sein d'un foyer. Et d'ailleurs, on avait fait, nous, l'étude de savoir si les gens faisaient tout leur dépistage. C'est pas parce qu'ils viennent une fois au dépistage qu'ils sont réguliers aussi il faut le faire tous les 2 ans, tous les 5 ans en fonction de votre risque. Ils le font pas non plus dans les temps. Donc, je suis d'accord, le dépistage, c'est le meilleur moyen de prévention. On est complètement très bien, d'accord. on réduit les risques énormément déjà, le fait d'être là. On peut même agir, du coup, s'il y a des lésions précancéreuses. Donc ça, oui, mais c'est pas parce qu'ils viennent une fois qu'ils vont le faire de manière systématique. Donc on essaye de prévenir de manière plus globale sur les modes de vie. Merci à tous. Il y a un petit buffet qui vous attend à la sortie si vous voulez poser des questions. Je pense que Olivia et Sandra peuvent rester un peu, peut-être, pour répondre à vos questions. Merci.